Agent Aircom, bonjour. Et merci pour votre travail sur les bases de données numériques qui ont fait que j'ai mieux compris que l'on pouvait classer aussi les êtres vivants en fonction de caractères qu'ils partagent. Grâce au site OneZoom que vous avez utilisé, j'ai pu comprendre qu'il y a de la parenté entre les êtres vivants. En se basant sur la morphologie des êtres vivants, c'est-à-dire sur l'aspect qu'ils possèdent, on peut tracer, comme ici, des arbres de parenté, comme celui que vous avez fait. Et c'est ainsi qu'on sait qu'ils ont des ancêtres communs. C'est pour cela qu'ils partagent comme point commun la cellule. Cette cellule leur vient sûrement de leur ancêtre commun. Maintenant que les choses sont claires, vous pouvez noter la suite dans votre support d'apprentissage. Définition. Morphologie, étude de la forme, de l'apparence extérieure d'un être vivant. 2. Tous les êtres vivants ont un lien de parenté. Si tous les êtres vivants ont des cellules, c'est parce qu'ils ont un ancêtre en commun. Cela explique qu'ils partagent un caractère morphologique commun. On peut classer les êtres vivants selon leurs points communs morphologiques pour obtenir des arbres de parenté qui permettent de visualiser les différentes branches de l'arbre du vivant. D'ailleurs, il serait intéressant d'apprendre à fabriquer ce type d'arbre de parenté. Je vous propose une vidéo, vous avez les questions qui sont juste sur le côté, pour vous permettre de comprendre comment on fabrique cet arbre. Bien évidemment, si vous voulez être évalué sur ce travail, il faudra le faire sur une feuille pour le rendre à votre agent de liaison. N'hésitez pas à la regarder, cela vous permettra de prendre de l'avance pour le prochain cours. Alors bonjour, je vais vous montrer ici comment construire un arbre phylogénétique. Alors on appelle également un arbre phylogénétique un arbre de parenté. Ici je vous ai donné un exemple avec l'arbre de parenté des primates. Et vous voyez ici la place de l'homme donc dans le groupe des grands singes. Pour reconstruire un arbre phylogénétique, eh bien on part toujours d'un tableau d'attributs ici. Et on regarde toujours ce qu'on appelle des innovations évolutives. Donc, par exemple, la tête, la mâchoire, les nageoires rayonnées, etc. Ce qu'on appelle des innovations évolutives. Alors, pour commencer, on place toujours les innovations évolutives par ordre d'avancement dans le temps. Alors, pour commencer, on place toujours l'innovation évolutive qui est commune à toutes les espèces. Donc là, en l'occurrence, dans le tableau, il s'agit de la tête. Après cette innovation évolutive qui est la tête, eh bien, l'innovation évolutive la plus représentée, c'est la présence d'une mâchoire. Donc on place la mâchoire, mais on se rend compte que toutes les espèces qui sont dans le tableau présentent une mâchoire, sauf le criquet. Donc le criquet s'éloigne de cette branche principale et possède sa propre branche évolutive. Et ainsi de suite, on va regarder quelle est l'innovation évolutive qui est la plus représentée après celle de la mâchoire. Eh bien, c'est les 4 membres, donc on place les 4 membres, et on se rend compte que, ma foi, toutes les espèces présentent ces 4 membres, sauf le criquet, mais bon, lui, il est déjà parti, mais également l'abeau-droit. Donc on place l'abeau-droit dans une autre nouvelle branche évolutive. Et ainsi de suite, on se rend compte que après les 4 membres, l'innovation évolutive la plus représentée, ce sont les écailles soudées. Donc je place les écailles soudées sur l'axe. Et les espèces comme le crocodile et le vautour présentent des écailles soudées, sauf le gorille. Donc le gorille s'éloigne de cet embranchement et possède sa propre branche évolutive. Enfin, pour terminer, eh bien, ce qui va distinguer le crocodile du vautour, c'est bien donc la présence des ailes plumeuses. Donc le crocodile va s'éloigner de cette branche principale après l'apparition des écailles soudées. Alors si on essaye de compléter le tableau, on se rend compte que certaines espèces comme le gorille possèdent des innovations évolutives que les autres espèces ne possèdent pas. Donc par exemple dans le cas du gorille, il présente des poils alors que les autres espèces ne possèdent pas de poils. Donc en fait cette innovation évolutive se trouve dans l'embranchement de celle du gorille. Il en est de même pour l'abeau-droit avec les nageoires rayonnées, et il en est de même pour les 6 pattes dans le cas du criquet. C'est ainsi que l'on construit un arbre phylogénétique, donc en partant toujours d'un tableau d'attributs et en plaçant donc les innovations évolutives sur un axe.
Et du coup, cet arbre de parenté ressemble quand même beaucoup à une clé de détermination. Oui, que nous avions vu dans la vidéo que vous avez en lien ici. Mais ce n'est pas la même chose. La clé de détermination, c'est pour comprendre comment s'appelle un être vivant, alors que l'arbre de parenté, c'est pour comprendre d'où il vient. Suivant ce que l'on utilise, on ne cherche pas à atteindre le même but. Ah, c'est relativement important. Vous notez donc à la suite, après avoir sauté une ligne, dans votre support d'apprentissage. Cela est différent d'une clé de détermination, 6C01L01M03, qui permet d'avoir le nom d'un être vivant parfois selon des caractères qu'il n'a pas de squelette par exemple. Bien, les choses sont claires maintenant dans ma base de données et j'espère pour vous aussi. Il me reste à vous dire à bientôt pour votre prochaine mission, à savoir construire un arbre de parenté à partir d'un tableau d'attributs. Si vous ne comprenez pas, pensez à revoir la vidéo d'entraînement parce que sinon vous risquez d'avoir du mal pour la prochaine fois. À bientôt.